Imaginez un instant. Des murs qui deviennent si chauds qu'on ne peut plus les toucher. Hmm, Des sols qui se déforment sous vos pieds. Et au large, la mer qui a l'air de bouillonner. c'est une image forte. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est ce qui se passe près d'une des zones les plus peuplées d'Europe. Aujourd'hui, on va parler des champs flégréens, les Campi Flegrei, en Italie. Un super volcan caché juste sous la ville de Naples. Et c'est important de le préciser, ce n'est pas le volcan qu'on imagine, avec un beau cône comme le Vésuve juste à côté. Ah non, pas du tout. Là, on parle d'une caldeira, une immense dépression, en fait cachée en pleine ville. C'est un sujet qui, oui, donne le vertige. Pour cette analyse, on a épluché pas mal de documents récents. Ah oui. Des rapports sismologiques, des choses très pointues, affinées par intelligence artificielle, de l'imagerie satellite, des analyses de gaz, et puis des témoignages directs des habitants. Et qu'est-ce qui en ressort? Ce qui en ressort est fascinant et, il faut bien le dire, assez inquiétant. Le but, c'est vraiment de comprendre pourquoi les scientifiques sont si préoccupés, de voir quels sont les signes concrets de cette activité et ce que ça veut dire pour le demi-million de personnes qui vivent littéralement sur le volcan. Alors commençons par ça justement. Le fait de vivre sur le volcan. C'est une expression, mais là c'est réel. C'est littéral. C'est difficile à se représenter. Ce n'est pas une maison sur le flanc d'une montagne. C'est ce que vous appelez un géant invisible. C'est l'expression parfaite. Une caldeira, ce n'est pas une montagne, c'est un trou, enfin une immense dépression de 13 à 15 km de diamètre. 15 kilomètres. Oui. C'est le résultat de l'effondrement de la chambre magmatique après des éruptions cataclysmiques il y a des dizaines de milliers d'années. Et ce qui la rend invisible, c'est que ses contours se fondent complètement dans la ville, dans l'ouest de Naples. Donc les gens font leurs courses, vont à l'école, Prennent le bus. à l'intérieur de ce qui est techniquement un cratère de supervolcan. Exactement. La vie de tous les jours se déroule au fond de la caldeira. C'est une situation, je crois, unique au monde à cette échelle. Et c'est là que les chiffres deviennent un peu fous. Oui, On parle de 500 000 personnes, un demi-million, dans la zone rouge. directement sur la caldeira. Et si on dézoome un peu, c'est toute la région de Naples, plus de 3 millions d'habitants, qui est concernée. C'est l'une des zones volcaniques les plus peuplées de la planète. Il y a un contraste saisissant, oui, entre la vie normale, en surface, le trafic et cette menace, juste en dessous. Un contraste qui est en train de se fissurer, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Le géant, qui était plutôt discret, se réveille. Et il le fait de manière très, très visible. Alors, justement, c'est quoi ces signes? Qu'est-ce qui fait que les scientifiques ne dorment plus très bien? Le premier signe, le plus spectaculaire, c'est que la Terre respire. Elle respire. Littéralement. C'est un phénomène qu'on appelle le bradyséisme. Le sol monte et descend très lentement. D'accord. Pour donner une idée, depuis les années 50, le sol à Puzzol, au cœur de la zone, s'est élevé de plus de 4 mètres. 4 mètres. C'est la hauteur d'un étage d'immeuble. C'est ça. Mais c'est sur 70 ans. Le problème, c'est l'accélération récente. C'est-à-dire? Depuis le début des années 2000, on est déjà à presque 1,5 mètre de soulèvement. Et le rythme actuel, c'est environ 2 cm par mois. 2 centimètres par mois? Ça fait presque 25 centimètres par an. C'est énorme. On doit le voir, non? Ça doit avoir des conséquences. On le voit partout. Les routes se déforment, elles ondulent, des fissures apparaissent sur les murs, mais l'exemple le plus fou, ce sont les anciens quais romains. Ah oui? Ils ont été engloutis par la mer pendant des siècles, et aujourd'hui, à cause du soulèvement, ils sont perchés à plusieurs mètres au-dessus de l'eau. C'est comme si un cric invisible soulevait toute la ville. C'est l'image parfaite. Et bien sûr, un sol qui gonfle comme ça, il ne le fait pas en silence. Ça tremble, J'imagine, oui. et ça tremble beaucoup plus qu'on ne le pensait. Les méthodes classiques avaient enregistré environ 12 000 séismes ces dernières années. Ce qui est déjà énorme. Ça fait plusieurs séismes par jour. Oui. Mais récemment, des chercheurs ont utilisé une intelligence artificielle pour réanalyser toutes les données brutes. Et alors? Et là, le chiffre a explosé. L'IA a trouvé plus de 54 000 séismes sur la même période. 54 000. Oui, 4 fois plus. On a réalisé qu'on était presque sourd à ce que la Terre nous disait. L'IA a révélé le vrai grondement, incessant, sous la ville. Et ce ne sont pas que des micro-secousses, j'imagine. Non. Il y a eu un séisme de magnitude 4,6 en 2025, le plus fort jamais enregistré là-bas, et plusieurs autres de magnitude 4. Ce ne sont plus des bruits de fond. Ce qui est inquiétant, c'est pas seulement le nombre, c'est l'augmentation de la force.
Et j'ai lu que la nature même de ces tremblements change. C'est un point crucial. Tout à fait. Avant, on avait des craquements un peu aléatoires, comme du bois qui travaille. D'accord. Maintenant, les séismes s'alignent. Ils s'organisent le long de structures bien précises dans la croûte. C'est le signe que la roche n'est plus en train de s'adapter, elle est en train de se fracturer de manière organisée. Le système change de comportement, en somme. Exactement. C'est un changement majeur. D'accord, donc le sol gonfle, la terre tremble, et il y a ce troisième signe, celui qui donne cette image de mer qui bouillonne. Oui, la chaleur et les gaz. Ce bouillonnement, ce n'est pas l'eau qui bout, bien sûr. Non, heureusement. C'est une libération massive de gaz volcanique, CO2, soufre, qui remonte du fond et fait des bulles. Mais à terre, la chaleur, elle, est bien réelle. Les fuméroles atteignent des records, 128 degrés. 128 degrés. Et les émissions de CO2 ont plus que doublé. On est à plus de 4000 tonnes par jour. C'est l'équivalent d'une petite ville industrielle. Attendez, ça veut dire que les gens, ils sentent la chaleur du volcan chez eux, dans leur salon. Ce n'est plus un concept abstrait. C'est exactement ça qui est si troublant dans les témoignages. Le volcan s'invite chez les gens. On lit des récits de murs, de sols qui deviennent chauds ou touchés. Dans les appartements, Dans les appartements, oui, des dépôts de minéraux, des petites croûtes jaunes de soufre qui apparaissent le long des plinthes. Et puis cette odeur d'œuf pourri de soufre qui devient permanente. c'est incroyable. La question évidente, c'est qu'est-ce qui se passe là-dessous pour provoquer tout ça? Est-ce qu'on a une idée plus précise? Et c'est là que l'analyse des 54 000 séismes par l'IA a tout changé. En cartographiant l'origine de chaque secousse, les scientifiques ont vu se dessiner une chose, une faille active. Ah, Très claire, longue de 4 à 5 km, juste sous la ville de Pouzol. Plus de la moitié des séismes récents s'alignent parfaitement dessus. ce n'est plus une pression diffuse, c'est une contrainte qui se concentre sur une ligne de fracture. Voilà, toute l'énergie est focalisée à cet endroit. Mais qu'est-ce qui l'empêche de céder complètement? Il doit bien y avoir une sorte de couvercle, non? C'est ça, on appelle ça le cap-rock, une coule de roche très dure qui, pendant des siècles, a contenu la pression. Le problème, et c'est peut-être le point le plus alarmant de tous les documents, Oui. c'est que ce couvercle est en train de se fissurer. Des tests en laboratoire sur des roches de la zone montrent qu'elle a perdu 2 tiers de sa résistance depuis les années 80. 2 tiers de la résistance. Mais c'est énorme. Ça veut dire que le bouchon est beaucoup, beaucoup plus fragile. Beaucoup plus fragile. Et plus cassant, moins capable de se déformer, et donc plus susceptible de se rompre brutalement, Et la pression, elle, continue d'augmenter sur ce couvercle qui s'affaiblit. jour après jour. Ce qui amène à la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qui pousse par en dessous? C'est du magma. C'est le grand débat scientifique du moment. Il y a en gros 2 hypothèses. La première, la plus classique, c'est qu'une poche de magma frais est en train de remonter. Elle se trouverait maintenant à seulement 4 ou 6 km de la surface. Si près. Si près, ce serait comme un énorme ballon de roche en fusion qui gonfle sous la ville. D'accord. Et la deuxième hypothèse? La deuxième, c'est l'hypothèse de la cocotte minute. Il n'y aurait pas forcément de nouveau magma, mais un immense réservoir d'eau et de gaz surchauffé, piégé dans la croûte, qui se dilate. Et c'est cette expansion des fluides qui ferait tout gonfler. Exactement. Dans les 2 cas, la pression est colossale. Mais il faut être clair, même si ce n'est que de la vapeur, le scénario de la cocotte minute n'est pas rassurant. Absolument pas. Une explosion hydrothermale, ce qu'on appelle une éruption phréatique, peut être dévastatrice. Ça peut projeter des tonnes de roches sur des kilomètres. L'incertitude sur la source ne diminue en rien le danger. Et pour comprendre à quelle vitesse les choses peuvent basculer, il suffit de regarder dans le passé, n'est-ce pas? Il y a ce précédent historique. L'éruption du mont Dinouvon en 1538. Oui, c'est ça. C'est le modèle de ce qui pourrait se passer. C'est un cas d'école, oui. Pendant des mois avant, le sol s'était soulevé comme aujourd'hui. Les gens de l'époque décrivent le fond de la mer qui émerge. Puis, quelques jours avant, les séismes sont devenus incessants. Et d'un coup, Le 29 septembre 1538, la terre s'est ouverte. En une semaine, une nouvelle montagne est apparue. Le Monte Nouveau. 130 mètres de haut. L'escalade a été si rapide, ça a pris tout le monde par surprise. et c'est ça qui hante les volcanologues aujourd'hui. Le système peut rester en tension pendant des années et puis basculer en mode éruptif en quelques jours, voire quelques heures. Ce qui pose la question de la préparation. Est-ce qu'on est prêt à ça y est? C'est là qu'on voit un décalage assez frappant. D'un côté, on a des données scientifiques qui montrent une accélération très claire. Oui. De l'autre, la communication officielle se veut très, très rassurante, pour éviter la panique. On lit souvent des phrases comme « la situation reste sous contrôle ».
Le dilemme classique. Informer sans alarmer. C'est ça. Mais le risque, c'est l'inertie. Le point le plus sensible, c'est que les plans d'évacuation, ils n'ont pas vraiment été mis à jour depuis 2016. Alors que la situation, elle, n'a plus rien à voir avec celle de 2016. Plus rien à voir. Et on parle d'un défi logistique qui paraît insurmontable. Comment évacuer un demi-million de personnes en 72 heures à travers des petites rues C'est la question que tout le monde se pose. Sans parler de la pression des acteurs économiques locaux, le tourisme, l'immobilier, qui ne veulent pas entendre parler d'exercices d'évacuation ou d'une communication trop alarmiste. Il y a une tension entre le temps de la science, qui mesure le risque, et le temps de l'économie, qui veut préserver la normalité. Le plus longtemps possible. Bon, si on fait la synthèse, le message il est sans appel. Les champs flégréens ne sont pas juste agités, c'est un système en tension extrême. Oui, La croûte se fracture sur une faille précise, le sol gonfle à un rythme inédit, la chaleur s'infiltre dans les maisons. Le risque n'est plus théorique, il est tangible, mesurable et immédiat. exactement. Tous les indicateurs convergent. Le système approche de ce que les ingénieurs appellent sa limite de rupture mécanique. La roche qui retient tout ça est affaiblie, fracturée, et la pression en dessous est colossale. La question n'est donc plus de savoir si ça va céder. Mais plutôt quand et comment. Et surtout, ce qui se passera lorsque cette rupture se produira, juste sous l'une des zones les plus densément peuplées d'Europe. Et ça nous renvoie à une question fondamentale, presque philosophique. Laquelle? Quelle est notre capacité réelle à cohabiter avec des forces naturelles que, au fond, nous ne pouvons ni arrêter, ni même contrôler?